Merci d'être là et pour ce temps, comme vient de le dire le Père Olive, un temps de conférence-débat, de réflexion sur un sujet qui est d'actualité. Ce que je souhaite évidemment, enfin c'est évident mais je préfère le redire, c'est que cette soirée se passe dans un esprit vraiment respectueux des convictions de chacun. J'imagine que parmi vous, un certain nombre sont plutôt d'accord avec ce que l'Église pense de ce sujet. Peut-être que d'autres sont indécis. Et j'espère qu'il y a aussi parmi nous des gens qui sont favorables au projet de loi, parce que si on veut qu'il y ait un débat, c'est toujours plus intéressant. Vous savez, si on discute toujours entre gens d'accord, c'est bien, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes d'avis différents, c'est très enrichissant. Donc j'espère qu'il y en a parmi nous, et en tout cas, au moment des questions, il est évident que nous respecterons les avis de chacun. Alors quelques petites choses, d'une façon un peu introductive avant d'attaquer le cœur du sujet. D'abord pour dire que, parce que, bon, vous avez peut-être entendu comme ça, c'est un débat, il y a beaucoup de choses qui circulent, et certains disent, mais en gros, l'Église... un peu de quoi elle se mêle, quoi. On est dans un État laïque, donc ce n'est pas à l'Église de se prononcer sur ce sujet. Alors, je voudrais préciser qu'il s'agit ma parole est une parole politique au sens noble du terme. Hein. Politique, ça veut dire tout ce qui touche à la vie de la cité. Hein. C'est vraiment un débat qui touche à la vie de la cité, et même, je dirais, à l'avenir de notre cité. Donc, c'est dans ce cadre-là que je parle. C'est évidemment pas une parole politique au sens restreint du terme, querelle entre partis. Hein. C'est pas la droite contre la gauche, ce débat. C'est vraiment un débat qui traverse les partis. Je parle donc en tant comme d'église. Hein, je ne me cache pas, je suis l'évêque de ce diocèse. Mais vous pourrez constater que tout au long de mon intervention, les arguments que je développerai ne sont pas des arguments religieux. Hein. C'est un débat de société, donc nous devons pouvoir débattre avec des gens qui ne sont pas catholiques, pas chrétiens. Donc on ne se situe pas sur un registre religieux, mais sur un registre philosophique, anthropologique. Après, tout à l'heure, lorsqu'il y aura des questions, peut-être que des questions m'amèneront à donner des éclairages religieux, c'est possible, hein, si les questions touchent à la foi, bien sûr, mais mes arguments, je tiens à le préciser, parce que parfois on nous dit, bon, c'est votre opinion en tant qu'Église, mais ça ne nous concerne pas. Si, c'est vraiment des opinions qui peuvent être partagées par tout le monde, parce que ce sont des arguments anthropologiques. Autrement dit, ce débat n'est pas un débat catho contre non-catho. Hein, c'est vraiment un débat de société. Il y a aujourd'hui d'abord des membres d'autres religions qui s'opposent à ce projet de loi. Il y a aussi des personnes athées ou agnostiques qui s'opposent aussi à ce projet de loi. Donc, il ne faut pas croire que c'est l'Église contre la société. Hein, surtout pas. Donc, ce n'est pas la droite contre la gauche, ce n'est pas les cathos contre les non-cathos, ce n'est pas non plus les homos contre les hétéros. Hein, la question n'est pas celle de l'homosexualité, mais elle est celle de ce projet de loi sur le mariage ouvert à tous. Hein. Donc il est évident, mais je préfère le préciser, qu'on n'est pas dans un discours homophobe. Hein. L'Église combat l'homophobie. Les personnes homosexuelles, elles ont droit à être respectées, hein, et ce n'est pas du tout ça qui est en jeu. Ce n'est pas une lutte contre les personnes homosexuelles, c'est une lutte contre un projet de loi. Hein. D'ailleurs, je précise que de nombreuses personnes homosexuelles se sont exprimées sur ce sujet, se sont opposées au projet de loi du gouvernement. Je cite en particulier Philippe Ariño, qui est un Espagnol d'origine, qui vient de publier un livre qui s'appelle « L'homosexualité en vérité », et qui dit dans un interview, je le cite, « Je me considère comme une personne homosexuelle parce que j'ai un désir homosexuel existant en moi. Après, de là à dire qu'il me définit dans mon entier, absolument pas. Ma vraie identité, c'est celle d'homme et d'enfant de Dieu. »
Et toujours dans un interview, il ose dire cette parole quand même audacieuse. Il dit « L'Église a tout compris de l'homosexualité ». C'est vraiment à contre-courant de ce qu'on peut entendre ailleurs. Donc, que les choses soient bien claires, l'Église combat l'homophobie. Elle considère que toute personne doit être respectée, quelles que soient ses opinions ou ses choix de vie. Donc, respecter les personnes homosexuelles. Vous avez remarqué que je préfère dire personnes homosexuelles que les homosexuels. Parce que, comme l'a dit cet homme, on ne se réduit pas à ce qu'on est ou à ses tendances sexuelles. Donc une personne homosexuelle, elle est plus qu'une homosexuelle. Elle est d'abord une personne. Donc respecter les personnes homosexuelles n'a rien d'incompatible avec le fait de s'opposer au mariage de personnes de même sexe. Ceci dit, c'est vrai que, et là je m'adresse à tous, mais en particulier aux catholiques, je dis souvent aux catholiques, attention à la façon dont nous parlons des personnes homosexuelles ou à la façon dont nous nous adressons à elles. Quelquefois, on peut avoir, dans ce débat, en combattant le mariage pour tous, on peut avoir parfois des paroles qui peuvent être blessantes pour ces personnes, donc il faut être très attentif à être vraiment dans le respect. Donc, voilà pour situer un petit peu le débat. C'est pas la droite contre la gauche, c'est pas les cathos contre les non-cathos, c'est pas les homos contre les hétéros, et c'est dans le cadre de la laïcité. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu quelquefois des personnes qui ont contesté le droit de l'Église à s'exprimer sur le sujet. L'Église s'exprime sur un sujet de société, et la liberté d'expression n'est pas réservée aux non-croyants. Donc elle a tout à fait le droit de s'exprimer, surtout lorsqu'on parle aujourd'hui de promouvoir une démocratie participative, il faut bien que chacun puisse s'exprimer. Et l'Église insiste pour qu'il y ait un véritable débat, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas eu de débat institutionnalisé, comme ça avait été le cas pour les lois de bioéthique, où il y avait un excellent débat de société. Et là, ça n'a pas été le cas, et l'Église le regrette, surtout lorsqu'il s'agit de toucher à une institution qui est multimillénaire et qui est vraiment au fondement du lien social. Alors, avant de parler plus explicitement du projet de loi, un petit mot, je vais être assez rapide, mais un petit mot d'abord sur la famille, parce que derrière le mariage, bien sûr, il y a la famille, et au fond, on pourrait se poser la question, pourquoi un sujet comme celui-là est-il aussi brûlant? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la famille, ça suscite des réactions parfois vives? Vous savez qu'un sondage avait été fait en 2011 pour demander aux Français quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes. Et la valeur qui était sortie en premier, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu paradoxale aujourd'hui, parce qu'à la fois la famille est très fragilisée, vous le savez, elle est un peu en crise, la famille, et en même temps, c'est pour les Français, c'est vraiment la valeur refuge. On est très attaché aujourd'hui à la famille, et ça se comprend, parce que nous sommes dans un monde quand même qui est difficile. On parle de la crise économique, du chômage et tout ça. L'avenir est un peu incertain. On n'a plus tellement de repères. Et bien, la famille, c'est ce lieu un peu refuge où on peut être aimé, accueilli comme on est. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde du travail, c'est des pressions énormes. Il faut être compétitif, il faut être efficace, compétent, etc. Rentable. Dans la famille, voilà. Enfin, on peut être comme on est, avec ses qualités, ses défauts, ses failles. Et donc, c'est un lieu très important. La famille, c'est, je crois, très important de prendre conscience de cela. Elle a vraiment une dimension sociale, parce qu'elle est le lieu, d'abord, c'est la survie d'une société qui en dépend, puisque c'est là que se transmet la vie, et puis c'est là que se fait l'éducation. Les premières années d'un enfant, on le sait bien, sont très importantes pour son développement d'adulte, et donc c'est le lieu de l'éducation, et on voit bien aujourd'hui que là où la société va mal, c'est souvent parce que la famille va mal. Elle est le lieu aussi où l'enfant, qui est vraiment l'être, on peut dire, fragile par excellence, va pouvoir grandir dans un climat d'amour. C'est d'ailleurs la chose la plus essentielle dont il a besoin,
Peut-être qu'à Noël, vous allez offrir des cadeaux à vos enfants ou à vos petits-enfants. C'est bien, parce que le cadeau, c'est une façon de dire « je t'aime ». Mais vous savez, les avalanches de cadeaux, c'est pas ça qui rend un enfant heureux. Hein. Un enfant, il a besoin surtout d'être aimé. Donc la famille, c'est un lieu important parce que c'est un lieu d'apprentissage à la vie, hein. Un lieu d'initiation. D'abord, c'est peut-être là que l'enfant découvre que son existence est un don, hein, qui trouve son origine dans l'amour de ses parents, non seulement son origine, mais son point d'appui. Hein. Il a besoin de se savoir aimer par ceux qui lui ont donné la vie. Et puis, dans la famille, grâce à la fratrie, grâce aux frères et sœurs, l'enfant, il va apprendre à vivre avec des autres. Vous savez bien comment ça se passe. L'enfant, voilà, ils ont tendance à se disputer, on se bat pour le seau, pour la pelle ou pour le râteau. Bon, voilà, on apprend. L'enfant découvre peu à peu qu'il a des désirs, mais les autres aussi, qu'il n'est pas seul, qu'il faut gérer les relations avec les autres. Il faut apprendre à partager, parfois il faut apprendre à gérer les conflits, il faut apprendre à pardonner, etc. Bon, tout ça, ça se fait dans la famille, donc c'est un lieu très important pour la société. Et puis c'est aussi le lieu où l'enfant va peu à peu assumer son identité sexuelle. Peut-être qu'on aura l'occasion dans les questions de revenir sur cet aspect-là. C'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui où je considère qu'on est dans une époque où on a perdu le sens de l'identité sexuelle. L'enfant, dans son développement psychique, et tout ça se fait tout au long des années, de l'enfance, même de l'adolescence, il va peu à peu apprendre à découvrir d'abord qu'il a un sexe, hein, qu'il est petit garçon, qu'il est petite fille, qu'il est comme papa ou qu'il est comme maman, bon, et il va peu à peu arriver à intégrer, à assumer son identité sexuelle, ce qui n'est pas évident. Vous savez que vous voyez bien dans les cours des écoles, hein, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, c'est pas bruyant parce que l'autre sexe fait peur, donc il faut peu à peu qu'il arrive à dépasser cette peur de l'autre sexe, qu'il arrive à entrer dans une relation normale, apaisée avec une fille, si c'est un garçon, etc. Bon, tout ça, c'est un processus psychique qui se fait au long des années et qui se fait en particulier grâce à la figure paternelle du père et la figure maternelle de la mère, dans un jeu d'identification et de différenciation qui vont aider l'enfant à prendre conscience de ce qu'il est et à s'assumer comme il est. Bref, c'est un lieu très important, la famille, où l'enfant apprend à vivre, à devenir un homme ou une femme, à vivre avec les autres. Alors bien sûr, je ne dis pas que la famille joue toujours ce rôle, parce que malheureusement, on le sait, la famille est souvent fragilisée, il y a des carences dans les familles, mais je dis que c'est un des rôles majeurs de la famille, et donc qu'elle a besoin d'être soutenue pour jouer ce rôle. Alors, la famille, vous savez, la famille aujourd'hui, elle évolue, elle est en pleine mutation. Je cite quelques-unes de ces évolutions. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes d'union, hein, le concubinage, le pax, le mariage, etc. Bon, il y a une multiplication des divorces. Bon, j'insiste pas, vous savez ça, on en est à 45% de divorces en France. Des familles dites recomposées, des familles monoparentales. Il y a aussi quelque chose qui a pas mal modifié la vie des familles, c'est avec l'apparition de la procréation médicalement assistée, en particulier lorsque il s'agit d'une fivette hétérologue, c'est-à-dire avec un donneur extérieur, les codes de la filiation ont été modifiés. En parallèle de cette évolution des familles, il y a aussi une évolution du regard sur les personnes homosexuelles. Hein, depuis quelques dizaines d'années, il faut reconnaître que ces personnes ont souvent été mal vues, tournées en dérision, parfois méprisées, victimes d'un certain nombre de discriminations, que ce n'est pas terminé. Mais en même temps, il me semble qu'on peut dire qu'il y a quand même une évolution positive du regard qu'on pose sur ces personnes, avec du bon et du moins bon. Enfin, l'évolution positive au sens où le regard, je pense, est meilleur. Et puis en même temps, il y a une banalisation de l'homosexualité qui s'est faite en particulier par les films, etc., les documentaires où ces personnes sont de plus en plus représentées. Ceci dit, je fais là une petite parenthèse. Dans cette évolution plutôt positive, je ne suis pas sûr que les provocations, comme on a pu en voir ces derniers mois,
de personnes homosexuelles ne fasse pas l'effet inverse. C'est-à-dire, je pense que ce genre de provocation va entraîner un regain d'homophobie. Alors, devant cette situation que je viens de tracer très rapidement, évolution des familles, à tel point que souvent le législateur n'ose plus parler de la famille, mais des familles, il y a plusieurs modèles de famille, devant cette évolution aussi du regard sur les personnes homosexuelles, le législateur se demande, ne faut-il pas redéfinir la famille? Ne faut-il pas s'adapter à la situation actuelle? Le monde évolue, est-ce qu'il ne faut pas évoluer? Depuis des siècles, il était évident pour tout le monde, dans nos sociétés occidentales, que le mariage, c'est un homme et une femme qui s'unissent pour la vie en vue de fonder une famille. Après tout, est-ce que ce n'est pas un préjugé? Ne faut-il pas accepter une diversité de modèles familiaux? Et en particulier, ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. D'où le projet de loi que nous connaissons et ce slogan « Le mariage pour tous ». C'est vrai que présenté comme ça, et d'ailleurs le premier sondage sur cette question a montré que les gens étaient plutôt favorables, parce que présenté comme ça, surtout dans le contexte actuel où on parle beaucoup de tolérance, les gens se disent après tout, soyons tolérants, soyons ouverts, pourquoi ils n'auraient pas droit au mariage? Et après tout, s'ils s'aiment, c'est une réaction un petit peu naturelle. Mais si on y réfléchit d'un peu plus près, on se rend compte que ce projet ne consiste finalement pas à redéfinir le mariage, mais c'est plutôt renoncer à le définir. Jusqu'ici, il y avait une définition du mariage, un homme et une femme. Maintenant, il n'y a plus de définition, puisque c'est pour tous. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une contradiction finalement dans ce slogan, puisqu'on dit il faut absolument qu'il soit pour tous pour qu'il n'y ait plus de discrimination. Puisqu'il n'est pas pour tous, puisqu'il n'est pas pour les homosexuels, c'est une discrimination. Donc, c'est logique, il faut qu'il soit vraiment pour tous. Mais alors là, si on veut pousser la logique vraiment à fond, ça veut dire pour tous. Croyez que c'est vraiment pour tous. Donc ça veut dire que si il y a dans notre pays des personnes, des musulmans tout à fait respectables, certains sont favorables à la polygamie, alors ils vont dire, nous alors, si c'est pour tous, on a le droit au mariage, nous, un homme, plusieurs femmes. Au nom de quoi on va leur interdire, si c'est pour tous? Ou alors, mettons que 3 femmes veulent élever ensemble un enfant et se marier toutes les 3. Si c'est pour tous, au nom de quoi on va leur interdire? Ou si c'est un père qui veut épouser son fils, au nom de quoi on va l'interdire? Vous voyez la contradiction du truc? Soit c'est pour tous, soit c'est pas pour tous. Mais donc là, on est vraiment dans une contradiction. Alors, ce projet de loi sur le mariage homosexuel, essayons de le décortiquer un petit peu. J'allais dire, il a au moins un avantage, c'est qu'il nous pousse à réfléchir. Et je reçois beaucoup de littérature en ce moment sur ce sujet. Il y a une vraie réflexion. Ça, c'est positif, parce que, vous savez, souvent, il y a des choses tellement évidentes qu'on n'y réfléchit pas. Et là, comme ce sont les évidences qu'on est en train de démonter, ça nous pousse à réfléchir, au fond, pourquoi un homme et une femme, après tout? Vous voyez? D'ailleurs, l'autre jour, j'étais interrogé, et justement, quand j'ai dit à la journaliste ce que je viens de vous dire, pourquoi pas un homme avec son fils? Elle m'a dit, non, évidemment que non. Mais pourquoi évidemment? Justement, il n'y a plus d'évidence maintenant. Vous voyez? Alors, quelles sont ces questions évidentes, ces évidences qu'il faut essayer de mieux définir? Une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser, au fond, pourquoi l'État légifère sur le mariage? Dans notre monde très individualiste, on pourrait dire, après tout, un homme et une femme vivent ensemble, c'est une affaire privée. Ou 2 hommes veulent vivre ensemble, c'est une affaire privée. Pourquoi l'État devrait-il légiférer? Eh bien, l'État légifère sur le mariage, et ça a toujours été le cas dans toutes les civilisations. L'État a toujours régulé non seulement le mariage, mais la sexualité. Vous trouvez par exemple l'interdit de l'inceste ou l'adultère dans la plupart des civilisations. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que la sexualité, ce n'est pas simplement source de vie. Alors, c'est source de vie, donc c'est la survie de la société qui est en jeu, donc l'État, il régule, mais c'est aussi source de violence, d'où les interdits de l'inceste ou de l'adultère. Mais surtout, l'État légifère sur le mariage, alors là je parle du mariage, c'est-à-dire un homme et une femme qui fondent une famille, parce que ce mariage est le fondement de la famille
qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cellule de base de la société. C'est vraiment là que se transmettent les premières valeurs, que se fait l'éducation. Donc, c'est une cellule de base de la société, la famille. C'est pour ça que l'État a son mot à dire. Hein. Quelquefois, on voit des jeunes aujourd'hui qui disent « Oh, le mariage à la mairie, c'est qu'un papier, c'est administratif. Si on pouvait s'en passer. » Ben non. Se marier, c'est dire « Ben voilà, je prends ma place dans la société. Hein. Donc, j'ai des devoirs, mais j'ai des droits, mais aussi des devoirs. Et ça regarde l'État. » Mais lorsqu'il s'agit de l'union de deux hommes ou de deux femmes, là, par nature, c'est une union stérile. Donc, ce n'est pas pour fonder une famille. L'État n'a pas à légiférer sur cette union. Si deux personnes du même sexe veulent vivre ensemble, ils ont le droit, mais ils n'ont pas à revendiquer que l'État leur donne un statut social au même titre que le mariage qui va fonder une famille. Alors, vous allez me dire, ben justement, précisément, ils veulent quand même fonder une famille en adoptant des enfants. Alors, on verra tout à l'heure toutes les questions éthiques que cela pose. Hein. Mais déjà, on peut voir, si vous voulez, une sorte de contradiction à faire un choix. J'allais dire, en tant que choix privé, on le respecte, hein, mais la contradiction à faire le choix d'une union qui est stérile par nature et en même temps de revendiquer des enfants. Oui. Alors, toujours sur ce rôle de l'État, souvent, ces jours-ci, j'entends dire, mais après tout, c'est l'évolution de la société, il faut que l'État s'adapte. Et on dit ça sur beaucoup de questions aujourd'hui. Là, ça pose une question de fond sur le rôle de la loi. Quel est le rôle de la loi dans une société? Est-ce que son but, c'est de suivre les évolutions de la société? Alors, si la drogue se généralise, il faut autoriser la drogue? Si la violence se généralise, il faut autoriser la violence? Si, je ne sais pas, si on revient à l'esclavage, il faut revenir à l'esclavage? Il faut légiférer pour l'autoriser? Non. Est-ce que le rôle de la loi, c'est de satisfaire toutes les revendications catégorielles? Non. Le rôle de la loi, c'est de servir le bien commun. Ça demande d'avoir des hommes politiques qui ont le courage, parfois, d'aller contre l'opinion générale pour le bien commun. Alors, je vais détailler un certain nombre de choses qu'on entend, parce que je pense que c'est plus concret que de faire des développements trop théoriques. Dans ce débat, souvent, vous l'avez vu peut-être aussi sur des panneaux, lors des manifestations favorables au projet de loi, souvent on entend dire, après tout, ils ont le droit de s'aimer. On ne va pas leur interdire de s'aimer. Pourquoi les discriminer? Oui, c'est ce qu'on entend. Bon, qu'ils aient le sentiment de s'aimer, ces personnes-là. Ça, j'allais dire, on peut le comprendre, c'est leur droit. Mais pourquoi l'État devrait-il officialiser ce sentiment? Dans le cas d'un homme et d'une femme qui se marient, ce n'est pas le sentiment religieux qui est officialisé. Un maire ne demande pas à ceux qui viennent se marier en mairie, est-ce que vous en êtes où dans votre amour? Là, en ce moment, on va prendre un curseur pour mesurer votre sentiment amoureux. Non, ça ne se mesure pas, le sentiment amoureux. On n'a pas l'outil pour mesurer ça. Et pensez à tous nos anciens grands-parents où souvent les mariages étaient arrangés. Le jour du mariage, ils n'étaient pas forcément super amoureux l'un de l'autre. N'empêche qu'ils allaient fonder une famille. Et c'est pour ça que l'État légifère. Oui, l'État légifère parce qu'ils vont fonder une famille. Pourquoi les mariages? Une journaliste m'a dit, mais alors les mariages blancs? Précisément, le mariage blanc est interdit. Ce n'est pas la question qu'ils ne sont pas amoureux. C'est interdit parce qu'ils ne veulent pas fonder une famille. Ils se marient pour avoir des papiers, après ils se séparent. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'on est amoureux qu'on peut revendiquer le droit d'avoir un mariage civil. Le mariage civil n'est pas la simple reconnaissance d'un sentiment amoureux. Un autre argument qu'on entend très souvent, c'est celui de la discrimination. Hein. En réalité, je crois qu'on ne sait plus trop bien de quoi on parle quand on parle de discrimination. La discrimination, c'est de traiter différemment des situations équivalentes. Mais il n'y a pas de discrimination à traiter différemment des situations différentes. Un homme et une femme, c'est une situation. Deux hommes ou deux femmes, c'est une autre situation. Il n'y a aucune discrimination à traiter ces situations différemment. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider par cet argument de la discrimination. Parce qu'on va voir tout à l'heure que dans le projet de loi, là, la discrimination, il y en a.
pour les enfants bien sûr, hein, et pas que pour les enfants d'ailleurs. Oui, j'ai marqué un exemple pour faire comprendre que dans deux situations différentes, on n'a pas forcément les mêmes droits. Par exemple, en France, un mineur, il n'a pas le droit de vote. C'est pas une discrimination. C'est deux situations différentes. Un mineur et un adulte, c'est deux situations différentes, donc la loi les traite différemment. C'est pas une discrimination. La différence, oui, j'ai noté que si on en est arrivé finalement à cette espèce de flou sur cette notion de discrimination, je pense que c'est peut-être, alors là ça n'engage que moi, mais je pense que, vous savez, ces dernières années on a beaucoup parlé de parité homme-femme, parce qu'il y avait le combat pour l'égalité de l'homme et de la femme, à juste titre. Hein. La femme, pendant des siècles, elle a été quand même plutôt dominée par les hommes, et il y a eu toutes ces dernières années, vous pensez que le droit de vote des femmes, c'est quand même pas si ancien, tout ce combat tout à fait légitime des femmes qui ont revendiqué le droit d'être l'égal de l'homme. Bon, mais à mon avis, là, ce qui a un peu faussé les choses, c'est que souvent, on a confondu différence, enfin égalité et identité. C'est-à-dire que certains courants féministes, pas tous, ont dit aux femmes, pour bien montrer que vous êtes l'égal de l'homme, il faut que vous fassiez comme l'homme. Il faut mimer l'homme pour être l'égal de l'homme. Eh bien ça, je pense que c'est une erreur. Alors, dans certains cas, il fallait passer un petit peu par ce genre de slogan, c'est vrai, il faut reconnaître, hein, parce qu'on a quelquefois des préjugés, que, bon, on se disait, tel métier, vraiment, une femme ne pourra jamais le faire. Bon, pour une part, il y a eu quelque chose de vraiment positif. Hein, mais, vous voyez, je pense qu'on a poussé trop loin cette logique. Et donc, il y a cette espèce de... C'est devenu une idéologie finalement, hein, de parité, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la femme fasse comme l'homme pour bien montrer qu'elle est identique. Et c'est un grand appauvrissement pour notre société parce que du coup, on perd la richesse propre de l'homme et de la femme. Vous voyez, on a beaucoup à gagner à retrouver la richesse de la différence. La différence sexuelle, elle est vraiment au cœur de l'institution du mariage. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit le Code civil. Et en ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, finalement, on transforme cette institution du mariage. Comme dit le grand rabbin de France, Bernheim, on la remplace par un objet juridique asexué. Et donc, ça veut dire que ce projet de loi, s'il passe, c'est pas simplement le mariage ouvert à quelques personnes en plus. Ça va changer beaucoup de choses pour tout le monde. Parce que c'est l'institution même du mariage qui est fondamentalement transformée. Vous voyez, c'est le mariage, jusqu'ici, dans toutes les sociétés, depuis toujours, a toujours été fondé sur l'altérité sexuelle. C'est la première fois dans l'histoire de la civilisation qu'on va officiellement reconnaître l'union de deux personnes de même sexe comme un mariage. C'est la première fois que ça arrive dans notre civilisation. Même aux époques où l'homosexualité, on parle souvent de la Grèce, etc., était relativement tolérée, jamais on a reconnu que c'était un mariage. Donc c'est vraiment l'institution du mariage qui est transformée de l'intérieur. On peut dire que c'est tout l'édifice juridique du mariage fondé sur l'altérité sexuelle qui s'effondre. Hein. Les questions, par exemple, de présomption de paternité, qui datent du droit romain, hein, tout ça va voler en éclats. D'ailleurs, vous avez peut-être, si vous suivez un petit peu les médias là-dessus, il y a eu une sorte de grand émoi en France lorsque les gens ont commencé à réaliser qu'il n'y aurait plus sur les documents administratifs père et mère, hein, mais parent 1, parent 2. Là, les gens se disent, non, voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. Alors, il semblerait qu'ils sont en train de chercher des adaptations, donc il y aurait toujours père et mère pour les enfants qui ont un papa et une maman, mais pour ceux qui ont deux papas ou deux mamans, ça serait parent 1, parent 2, ou également pour ceux qui sont issus de la PMA. Bon, ce qui va créer bien sûr une discrimination, puisque vous aurez les enfants qui seront, entre guillemets, de famille normale, et puis les autres. Bon. On voit bien, avec tout ça, vous voyez qu'on est un petit peu dans une impasse. Hein. Alors, je passe maintenant à l'adoption des enfants, parce que c'est le point le plus important, me semble-t-il. On dit parfois, on peut être pour le mariage homosexuel et contre l'adoption par ces personnes. Hein.
En fait, non, c'est une incohérence, puisqu'un mariage, par définition, il ouvre à la famille. Donc, évidemment que la revendication du mariage homosexuel allait déboucher sur l'adoption. Vous savez que, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait « Oh ben vous, l'Église, à l'époque du Pax, vous étiez contre, et maintenant vous dites bah, le Pax, c'est pas si mal. Donc vous êtes incohérent. » Je dis « Attendez, à l'époque du Pax, l'Église avait déjà compris que le Pax nous amenait au mariage homosexuel. Et c'est pour ça qu'elle s'est battue contre le Pax. Alors maintenant que le Pax est là, et qu'on en est au mariage homosexuel, le Pax, c'est pas l'idéal, mais enfin, c'est un moindre mal. Mais l'Église était contre le Pax, parce que, évidemment, que le Pax allait conduire, même si à l'époque, vous vous souvenez peut-être des déclarations de certaines personnes politiques qui juraient que jamais, jamais on irait jusqu'à l'adoption, jusqu'au mariage ou jusqu'à l'adoption par des personnes de même sexe. Bon, ben maintenant, on y est. Il y a eu d'abord l'étape mariage homosexuel. On ne savait pas trop s'ils allaient mettre l'adoption en même temps. Bon, maintenant, ils ont décidé de mettre l'adoption, mais c'était évident. Et puis après, ils ont dit, oh, ben la PMA, peut-être oui, peut-être que non. Aujourd'hui même, un amendement a été déposé pour que l'accès à la procréation médicalement assistée soit ouvert aux femmes. Ce qui me fait sourire. Parce qu'évidemment que si c'est ouvert aux femmes, les hommes ils vont dire bah, nous aussi on y a droit. Sinon c'est une discrimination. Ce qui voudra dire accès à une mère porteuse. On y reviendra. Donc, où j'en suis? Donc, quel est le problème de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Je mets couple entre guillemets, parce que là aussi, un couple, par définition, c'est un homme et une femme. Pourquoi n'aurait-il pas le droit d'avoir des enfants? Le problème principal, à mon avis, c'est pas un problème, c'est une personne, c'est l'enfant. Le grand oublié dans ce débat, c'est l'enfant. On parle d'un droit à l'enfant. Moi, je pense qu'il n'existe pas de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas un droit, est un don et non pas un dû. Mais on oublie les droits de l'enfant. L'enfant, il a des droits. Comment se fait-il qu'on en soit venu à parler d'un droit à l'enfant? On n'aurait jamais dit ça il y a 50 ans. Il faut comprendre que notre rapport à la fécondité a énormément évolué en 50 ans. Avant, à l'époque de nos grands-parents, l'enfant c'était considéré comme un don. C'est un don, il y avait toujours une part de mystère. Bon, c'est vrai que la science n'avait pas les connaissances qu'elle a aujourd'hui. Donc c'était un don, et puis si on était croyant, c'était un don de Dieu. Et puis, bon, il y a eu la contraception qui est arrivée, les méthodes, la pilule, etc. Et petit à petit, il y a eu une évolution même du langage. On en est venu à dire on fait un enfant, ou on a fait un enfant. C'est-à-dire, inconsciemment, c'est un peu l'idée que c'est notre fabrication, quoi. C'est nous, on maîtrise. Ça ne vient pas du ciel, quoi. C'est plus tout à fait un don déjà. C'est nous qui l'avons fait. En même temps, d'ailleurs, dans cette évolution du rapport à la natalité qui a changé, la fécondité, le taux de natalité s'est effondré. Certains s'en réjouissent. Moi, je crois qu'une société qui est en dessus du seuil de renouvellement des générations, c'est une société qui va dans le mur. Enfin, c'est pas que moi qui le crois, c'est du bon sens. Bon, même si en France, on est plutôt pas trop mauvais par rapport à l'Europe, on est les deuxièmes. On vient l'année dernière, on a dépassé le taux de 2. Mais c'est encore insuffisant. Et puis, alors, dans cette évolution, il y a aussi la PMA qui est arrivée, procréation médicalement assistée. Et là, c'est là qu'est apparue finalement la notion de droit à l'enfant. C'est ce qu'on a dit, après tout, bon, on a du mal à avoir un enfant, et ça, c'est une souffrance qu'il faut vraiment respecter. La science peut nous permettre d'avoir un enfant, donc on y a droit. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les questions éthiques que cela peut poser. Et ensuite, la technique a continué à progresser, puis vous savez, maintenant on fait le diagnostic préimplantatoire, ou prénatal, mais aussi préimplantatoire. Ça veut dire qu'on a la capacité de trier les embryons, on met de côté ceux qui ne plaisent pas, etc. Et donc, ça veut dire que peu à peu est venu à l'idée, non plus simplement le droit à l'enfant, mais le droit à l'enfant parfait. Et on a vu des situations de personnes qui ont fait un procès au médecin parce que leur enfant avait un handicap. Vous voyez toute l'évolution derrière des mentalités, du rapport à la fécondité. Bien sûr,
c'est toujours délicat de parler de ça, parce que c'est vrai que derrière, il y a des vraies souffrances. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfant ou qui entend un enfant handicapé, c'est des vraies souffrances, tout ça. Mais, vous voyez, si on prend un peu de recul, on voit comment notre regard, finalement, sur l'enfant évolue. Donc, dans cette logique-là, vous voyez, on comprend très bien, finalement, que maintenant, on en vient à revendiquer le droit à l'enfant, même si on ne peut pas en avoir par choix. Hein. Encore, ne pas en avoir par maladie. Bon. Mais ne pas pouvoir avoir d'enfant par choix, puisqu'on est du même sexe, c'est quand même assez, assez gros, excusez-moi, de revendiquer un droit à l'enfant. En réalité, le droit à l'enfant n'existe pas, que ce soit pour les personnes homosexuelles ou hétérosexuelles. Ce qui existe, ce qui est vraiment important, ce sont les droits de l'enfant. Or, l'enfant, il a le droit d'avoir un père et une mère. C'est pas pour rien, vous savez que de nombreux psychiatres sont opposés à ce projet, hein, même si je le regrette, beaucoup n'osent pas trop s'exprimer en public. Parce qu'ils voient bien, hein, ils savent bien dans le développement psychique d'un enfant combien c'est important pour lui d'avoir un papa et une maman. Il en a besoin pour se construire. Hein. Il n'y a pas d'ailleurs que les psychiatres, toutes les personnes de bon sens savent bien qu'un enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. L'enfant, il a besoin de l'altérité sexuelle de ses parents pour se construire. Dire cela, c'est vraiment pas mépriser les personnes homosexuelles. C'est pas dire non plus que ces personnes ne sont pas capables d'aimer. Bien sûr que non, elles peuvent être capables d'aimer ces personnes. Mais c'est simplement se placer du côté de l'enfant. Donner la priorité à l'enfant. L'enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Entre parenthèses, un journaliste m'a dit... Mais au fond, ça, c'est pas un préjugé. Vous pouvez le démontrer, ça, qu'un enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Je lui dis, écoutez, c'est quand même marrant, mais c'est pas à moi à prouver que ce que l'humanité, une conviction qui a traversé des millénaires depuis toujours, est remise en question. C'est à ceux qui veulent le remettre en question de prouver qu'un enfant n'a pas besoin d'un papa et d'une maman. C'est à eux de le prouver, ça. Nous, on n'a pas besoin de prouver qu'un enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman, c'est tellement évident. C'est ceux qui veulent le renier et le remettre en cause qui doivent prouver. Ou alors, on est vraiment irresponsable. Je dis parfois que nous sommes un peu des apprentis sorciers. Donc, oui, je réinsiste, j'ai mis là que les personnes homosexuelles, bien sûr, peuvent être capables, vis-à-vis des enfants, d'un amour profond, généreux, sincère, hein, mais elles ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas. Alors, on dit parfois, mais après tout, un enfant qui n'a pas un papa et une maman, ça existe déjà. Regardez toutes les familles homoparentales. Hein. Mais, alors là, il faut bien distinguer les choses. Une famille homoparentale, c'est pas un choix de la société, c'est la vie qui a fait que. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de séparations, et c'est vrai, il y a de plus en plus de mères seules avec un enfant, parfois de pères seuls. Bon, ça existe. Ça n'a pas été planifié, c'est comme ça. Donc évidemment qu'on va accompagner ces personnes-là. Hein. Et puis, c'est des situations de souffrance. Ça ne veut pas dire non plus qu'un enfant élevé uniquement par son père ou par sa mère s'en remettra jamais. Bien sûr, des enfants, heureusement, vont pouvoir retomber sur leurs pattes parfois puis s'en sortir. Mais on sait aussi que c'est souvent source de grandes blessures. Mais là, ce n'est pas voulu. Alors que là, avec le mariage homosexuel, ça va être institutionnalisé, ça va être planifié. On va volontairement créer des situations où un enfant, il lui manque le papa ou il lui manque la maman. Oui. Donc c'est vraiment deux choses qu'on ne peut pas comparer. D'ailleurs, c'est pas du tout la même chose. Avoir seulement un père ou une mère, c'est faire l'expérience d'un manque, mais avoir deux pères ou deux mères, entre guillemets, bien sûr, c'est non seulement l'expérience d'un manque, mais c'est aussi introduire une confusion et un mensonge dans la tête de l'enfant. Comment voulez-vous que l'enfant s'y retrouve si on lui explique qu'il y a papa 1, papa 2, maman biologique qui a fait l'amour par médecin interposé avec papa 1, mais qu'elle n'est pas là. Hein. D'une façon explicite ou implicite, on explique à l'enfant que ce sont ses parents, alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez, on introduit un mensonge dans la tête de l'enfant, et un jour ou l'autre, il va le réaliser. Hein. Vous savez que maintenant, on fait des mélanges de sperme, les couples homosexuels, hein, ils font des mélanges de sperme, comme ça,
il n'y a pas de discrimination entre les deux, parce que évidemment, s'ils ne font pas de mélange de sperme, il y en a un qui est papa et pas l'autre. Alors que là, ils font un mélange de sperme, on ne sait pas qui est le père, comme ça c'est mieux. Mais la victime, c'est l'enfant, là. Parce que l'enfant, on lui fait croire qu'il a deux papas, et c'est pas vrai. Il n'a pas de papa. Et un jour, il va s'en rendre compte. Vous voyez, on ne peut pas construire sa vie sur un mensonge. Avec ce projet de loi, on va délibérément créer une catégorie d'enfants qui n'auront pas le droit de vivre avec leur père et leur mère. Alors, vous voyez, s'il fallait parler de discrimination, c'est vraiment là qu'on peut en parler. On dit parfois, à propos de l'adoption, il y a beaucoup d'enfants en attente d'adoption. Donc, il vaut mieux qu'ils soient adoptés par des couples homosexuels que laissés seuls. En réalité, dans les pays, en France, dans les pays qui ont voté le mariage homosexuel, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a beaucoup plus de parents en attente d'adoption que d'enfants adoptables. Enfin, c'est pas très beau comme expression, mais d'enfants en attente de famille. Vous voyez ? Par exemple, en France, il y a simplement 1000 enfants en attente d'adoption, alors qu'il y a 25 000 couples en attente. Vous voyez ? Alors, vous me direz, ils iront les chercher à l'étranger. À l'étranger, il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui demandent d'être adoptés. Sauf que dans ces pays-là, le mariage homosexuel n'est pas reconnu. Ces pays-là ne voudront pas laisser leur enfant adopté par un couple homosexuel. Oui. Donc, qu'est-ce qui va rester comme solution ? La PMA, bien sûr. Pour ça, d'où la revendication de la PMA, parce qu'ils savent très bien, ils se rendent bien compte qu'ils n'arriveront pas, ils auront beaucoup de mal à adopter des enfants, sauf si on arrive à cette autre absurdité, c'est-à-dire que la loi française impose, mettons dans ces 1000 enfants, impose qu'il y en ait, mettons, 20% qui soient confiés à des couples homosexuels. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui a été abandonné par ses parents doit assumer des traumatismes importants. Hein. Il a été abandonné, il doit vivre avec des parents qui font ce qu'ils peuvent, et qui font une belle œuvre, mais qui sont quand même des parents, entre guillemets, de substitution. Ce sont des blessures qui peuvent être assumées, avec les années, bien sûr, mais on sait bien que c'est difficile. Alors pourquoi vouloir en rajouter une autre blessure ? Dans le cas d'adoption par un couple homosexuel. Cet enfant qui a été abandonné, il a besoin plus qu'un autre de retrouver une figure paternelle et une figure maternelle pour se réconcilier avec ses parents. Lui qui n'est pas comme les autres et qui en souffre, il a besoin de se retrouver dans une situation normale et de s'appuyer sur la symbolique de la différence sexuelle pour se construire. Pourquoi lui imposer une nouvelle épreuve ? Là encore, la discrimination est du côté de l'enfant. Le désir d'enfant, qui est légitime, s'est transformé en la revendication d'un droit à l'enfant au mépris des droits de l'enfant. Alors, j'en viens maintenant à la procréation médicalement assistée. Je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi prévoyait l'adoption, et maintenant, ça y est, il y a un amendement qui a été donc déposé pour qu'il y ait aussi l'accès à la procréation médicalement assistée, pour l'instant pour les femmes. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la suite logique. Alors, on dit parfois, après tout, ces couples, ils ont droit à la PMA, c'est comme les couples stériles. Les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont droit à la PMA, pourquoi pas eux ? Vous voyez, on est toujours sur le registre d'une espèce d'égalité, mais qui n'en est pas une. En réalité, ce sont deux situations très différentes. Dans un cas, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est un problème médical, non ? La médecine, c'est pas fait pour soigner une maladie. Dans l'autre cas, il n'y a pas de problème médical. Ils ont fait un choix d'une union stérile. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi est-ce que la société devrait financer ? Parce que tout ça, ça coûte très très cher, la PMA. On devrait financer la PMA pour des couples qui ont fait le choix d'une union stérile. Oui, on marche un peu sur la tête. Dans le cas de couples homosexuels, il s'agira toujours de fivettes hétérologues. Vous savez que quand on fait appel à la PMA, enfin, il y a plusieurs PMA, mais il y a surtout la fivette, fécondation in vitro. Vous avez en gros deux situations. Soit on prend les gamètes des parents, soit les gamètes d'un donneur extérieur. Bon.
C'est ce qu'on appelle les fivettes hétérologues. Fivette homologue, c'est quand c'est avec les gamètes des parents. Hein. Là, ça va être forcément des fivettes hétérologues. Bon, on sait déjà tous les problèmes psychologiques que ça pose. Hein. Soit l'enfant ignore quel est son parent biologique. Entre parenthèses, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule, qui déclare que l'enfant a le droit de connaître ses origines. Donc là, soit il ignorera quel est son parent biologique, et il en souffre. Et on a tous un besoin viscéral de connaître nos racines. Soit il sait qui est son parent biologique, et c'est aussi source de souffrance, parce que le parent, il n'est pas là. Peut-être qu'un jour, l'enfant voudra retrouver son père ou sa mère. On dit parfois que ce sont des difficultés qui existent déjà chez les couples ayant recours à la procréation médicalement assistée. C'est un petit peu la même question que tout à l'heure. Est-ce une raison pour créer de nouveaux problèmes ? Dans un cas, il s'agit de faire face à un problème de santé. Dans le deuxième, on va volontairement institutionnaliser ces situations de souffrance. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? J'ai noté des exemples qui sont des cas réels. Deux femmes qui vivent ensemble. Bon, l'une ou les deux a recours à l'insémination artificielle par donneur, qui peut être anonyme ou pas. Bon, le père peut alors être évincé de la filiation. L'une des femmes peut fournir l'ovule comme dans une fivette classique. Et ensuite, l'embryon peut être implanté dans l'utérus de sa conjointe. C'est souvent le cas dans les couples de femmes homosexuelles, parce que s'il n'y en a qu'une qui se fait inséminer et qui a l'enfant, l'autre, elle est jalouse. C'est toi qui as eu l'enfant, pas moi. Donc, on utilise l'ovule de l'une et on va implanter l'embryon dans l'utérus de l'autre. Vous voyez ? Alors là, pour parler de confusion dans la tête de l'enfant, je ne vous raconte pas. Pour deux hommes, c'est un peu plus compliqué. Mais si les PMA sont ouvertes aux femmes, comme ça va être certainement le projet de loi, sous couvert d'égalité, il faudra aussi que ça soit ouvert aux hommes. Sinon, ils diront, et pourquoi pas nous ? Mais pour les hommes, là, par contre, vous êtes obligés de faire appel à la gestation par autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. L'un des deux peut être choisi pour être le père biologique, don de sperme, mais ça peut être aussi, si les deux souhaitent la paternité, entre guillemets, un mélange de sperme peut être réalisé au préalable, laissant alors le hasard féconder l'ovule. Et donc, on va dire à l'enfant qu'il a deux papas. Donc, on est dans le mensonge. Mais surtout, il y a aussi le problème de la mère porteuse. On sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu, si encore on n'avait pas eu ce débat sur la bioéthique, il y a eu tout ce débat très intéressant sur les lois de bioéthique, et le gouvernement français en avait conclu, on ne reconnaît pas la gestation pour autrui en France, parce qu'on est bien conscient de tous les problèmes éthiques que ça pose. Parce qu'il y a évidemment le risque d'une instrumentalisation du corps de la femme, et donc de la femme elle-même, avec tous les risques de commerce. Vous savez que ça existe aujourd'hui. Vous avez des gens, ils vont sur Internet et ils cherchent la mère porteuse, la meilleure marché. Et donc la femme, elle va porter l'enfant, et puis alors ensuite, avec tous les problèmes qui existent, qu'on connaît, c'est-à-dire que certaines femmes qui font ça, souvent ce sont évidemment des femmes dans des situations de précarité, elles font ça pour gagner un peu d'argent, mais si vous avez eu un enfant, vous savez qu'on s'y attache à un enfant. Et donc, quand on lui retire l'enfant à la naissance, vous avez des femmes qui disent non, laissez-moi mon enfant. Je vais vous faire une confidence. Hier, j'étais à Paris j'ai perdu une petite nièce qui est décédée. Les obsèques étaient hier à Paris. Elle avait 12 jours. Bon. Je peux vous dire que pour les parents, c'est une sacrée épreuve. Ils n'ont pas beaucoup connu après sa naissance. Mais porter un enfant pendant 9 mois, c'est pas rien. C'est vraiment leur enfant. Et puis surtout,
ce qu'on ne réalise pas, c'est que non seulement ça pose de grosses questions éthiques pour la mère porteuse, et l'enfant, on va l'arracher à sa mère. Je ne sais pas si on réalise bien ce que notre civilisation est en train de produire. On va autoriser, là aussi pour la première fois, ça existait pour des cas très compliqués, des cas sociaux de femmes qui ne peuvent pas élever un enfant, ça peut arriver. Mais là, on va autoriser, cette horreur d'arracher un enfant à sa mère, à la naissance. C'est un progrès, ça. On nous dit, il faut progresser, c'est le progrès. Vous trouvez que c'est un progrès, ça, pour l'humanité? Après, il y a toutes les questions qui sont de l'ordre de la parentalité et de la filiation. Avec ce projet de loi, ce sont les notions de parentalité et de filiation qui sont brouillées. Le mariage, il a pour rôle, entre autres, d'organiser la société qui est composée d'ascendants et de descendants. Il joue un rôle très important, le mariage, un rôle fondamental dans la construction de la société, mais aussi dans la construction psychique et la stabilité des individus. Alors aujourd'hui, on parle d'homoparentalité, mais encore un mot qui ne veut rien dire, parce qu'on veut faire abstraction du biologique. On dit, ce qui compte, ce n'est pas les parents biologiques, c'est ceux qui élèvent l'enfant. C'est ça qui définit les parents. Bon. Mais dire cela, c'est faire violence à la nature et au bon sens. L'homoparentalité est quelque chose de fictif. Ça n'existe pas, l'homoparentalité. Il y a toujours un père et une mère. L'enfant a toujours un père et une mère. La parentalité, elle est fondée sur la différence sexuelle et notre identité ne peut pas être déconnectée de notre biologie, de notre corps. Je crois que, peut-être on viendra là-dessus dans les questions, un des problèmes de notre société actuellement, c'est que non seulement on a du mal à intégrer la différence sexuelle, mais on a du mal à concevoir, remarquez, ça ne date pas d'aujourd'hui ça, l'unité entre le corps et l'âme. Une personne humaine, elle a une dimension corporelle, elle a une dimension spirituelle. Mais ce n'est pas deux choses côte à côte, ça ne fait qu'un. Et là, on est en train de perdre de vue cette unité. Donc on dit, bon, le biologique, c'est pas grave. Nos parents biologiques, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? On voit bien qu'un enfant adopté, ses parents ont beau être super sympas, à un moment donné, il veut connaître ses parents biologiques, parce que c'est inscrit dans ses gènes. Vous voyez, le corps fait partie de nous-mêmes, c'est notre identité. L'enfant, il a besoin de se situer dans une généalogie, dans la chaîne des générations. Sinon, vous en faites un électron libre perdu dans une sorte de vide interstellaire. L'enfant, il a besoin de savoir d'où il vient. L'adulte aussi, d'ailleurs. L'enfant, avec tout ce brouillage qu'on va introduire, il ne saura plus d'où il vient. Pour reprendre une expression des psychiatres, il ne pourra pas élaborer le récit de son origine. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on note que, justement, dans notre période où la famille est chamboulée, la famille va mal, il y a un regain pour les généalogies. De plus en plus, les gens s'intéressent à leur généalogie. Ce n'est pas pour rien. Moi, je pense que ce brouillage des générations sera irréversible. On n'imagine pas la complexité des situations qu'on va créer. Je ne parle pas des aspects juridiques parce que je ne suis pas spécialiste, mais il paraît que c'est quelque chose, on peut en écrire un livre comme ça. J'ai pris des exemples, oui c'est là où j'ai des exemples concrets. Deux femmes vivent ensemble. Elles ont chacune un enfant avec le sperme d'un même homme. Puis elles se séparent. Quelques années plus tard, l'une d'entre elles va vouloir utiliser le sperme congelé de cet homme pour avoir un autre enfant. Mais, et c'est arrivé, donc c'est un cas concret, la deuxième s'y oppose et revendique pour elle le sperme congelé du père. Oui, donc c'est la guerre du sperme. Bon. Deuxième exemple. Deux femmes vivent ensemble et veulent un enfant. Mais pour partager la maternité, l'une va donner l'ovocyte qui va être fécondé par le sperme d'un donneur et le tout va être implanté dans l'utérus de l'autre femme. Or, il se trouve que ce donneur est lui-même homosexuel et que les femmes souhaitent que ce couple de personnes homosexuelles masculins puisse exercer une coparentalité sur l'enfant avec les deux femmes. Donc, l'ovocyte va être fécondé par un mélange de sperme des deux hommes. Au total, l'enfant a deux pères et deux mères. Enfin, on va le présenter comme ça. Vous voyez ?
Je ne vous raconte pas la question des droits de succession après. Ceci n'est malheureusement pas de la fiction. Je dis encore une fois, avec beaucoup de respect pour les personnes homosexuelles, mais avec un peu de dureté vis-à-vis des gens qui sont derrière ce projet, je dis vraiment qu'on joue aux apprentis sorciers. Hein. Ce qui d'ailleurs est un peu étonnant, dans une société on parle tant du principe de précaution. On prend beaucoup de précautions pour beaucoup de choses, parfois à mon avis un peu trop, mais bon. Mais alors là, le principe de précaution a complètement disparu. Là, on va modifier ce qui est au cœur de la structure de la société et on se dit, finalement, on verra bien. Hein. Bon. Je trouve que ça fait cher payer pour faire droit à un besoin, finalement, un besoin de reconnaissance, hein, et de la part de personnes homosexuelles. Ce besoin de reconnaissance, d'ailleurs, on peut l'entendre, hein, mais comme je dis parfois, ce projet de loi est une mauvaise réponse à une bonne question. Hein. Le projet de reconnaissance, le besoin d'être respecté des personnes homosexuelles, ça c'est légitime, il faut l'entendre ça. Hein. Et il y a peut-être des choses à faire. Mais là, ça fait cher payer pour ça, finalement qui concerne peu de personnes. Hein. Vous savez qu'en 2012, si je ne me trompe, non, mon chiffre doit être faux, je crois que c'est 2010 ou 2011, il y a eu 205 000 PACS, dont simplement 9 100 qui concernaient des personnes de même sexe. Voilà, bon, je vais m'arrêter, je conclue simplement pour vous dire que ma conviction profonde, c'est que le mariage d'un homme et d'une femme, c'est une réalité naturelle. Ce n'est pas une invention des hommes, c'est une réalité naturelle. Même si elle est fragilisée, il faut la soutenir et la promouvoir. Il faut le soutenir, ce mariage, et le promouvoir, et non pas le déstabiliser encore davantage. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de respecter. Il faut le soutenir, ce mariage, et le promouvoir, et non pas le déstabiliser encore davantage. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de respecter ceux qui ont fait le choix de modes de vie différents. Voilà, je vous remercie.